J'ai toujours cru avoir tout compris à Émilie. 7 ans de mariage, une routine bien rodée, des factures divisées à la décimale près, du linge plié exactement comme elle le souhaitait, car évidemment, le sens du pli compte. Et je croyais sincèrement tout savoir sur elle. J'étais même fier de ce petit truc que j'appelais le radar du respect. Dans mon univers, la loyauté était un panneau lumineux indiquant « ne pas toucher ». Absolument non négociable. Franchissez cette limite et hop, réfléchissez, c'est fait, capu. Alors, un soir, on s'est retrouvés à faire semblant d'être des humains normaux et à choisir un film comme si c'était un mardi décontracté. Je veux dire, qui choisit encore des films sans 17 listes, un débat et 3 feuilles de calcul? Mais on a eu le déclic pour un drame. Un drame très bien noté, car apparemment, mes goûts en matière de drame cinématographique ne lui suffisaient pas. L'intrigue. Oh, la même chose que d'habitude. La femme trompe, le mari pleure, les excuses, la tromperie, les tentatives de réconciliation, et une fin qui pose au spectateur la question suivante, et maintenant, génie? Quand le générique a défilé, j'ai dit, dans mon infinie sagesse et ma sophistication désinvolte, je ne pourrai jamais rester avec quelqu'un qui m'a trahi. Je l'ai dit comme si je commandais des frites. Juste une anecdote banale. Émilie a marqué une pause. Une longue pause pensive. Vous savez, le genre, comme quand quelqu'un fait semblant d'être impressionné par votre nouvelle coupe de cheveux, alors qu'en réalité son cerveau vérifie vos choix de vie. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas tressailli. Elle a fixé l'écran comme si je venais de suggérer qu'on adopte un alligator de compagnie pour le salon. Une question qui exige des décennies de diplomatie. Finalement, elle s'est tournée vers moi, calme et mesurée, et a dit « On fait des erreurs ». Parfois, une seule erreur ne définit pas tout. On peut pardonner. Et voilà. Cette phrase parfaitement polie, guidée émotionnellement par un laser, prononcée sur un ton qui suggérait qu'elle venait de me tendre une conférence TED sur le pardon. Mon cerveau a essayé de la classer dans la catégorie des conversations intéressantes, mais non. Mon estomac a fait un salto arrière. Mon monologue intérieur sarcastique s'est mis à crépiter comme un mixeur cassé. Et puis, avant même d'avoir pu formuler la réplique spirituelle parfaite, avant même de pouvoir me forcer à respirer, j'ai senti une alerte en moi. J'ai cligné des yeux, puis encore des yeux, pensant que je l'avais peut-être mal entendu ou que le chien avait aboyé au mauvais moment. Mais non, elle l'a vraiment dit. On fait des erreurs. On peut pardonner. Alors, je me suis adossé, les bras croisés, essayant d'avoir l'air décontracté, comme si ce n'était pas une conférence TED sur le relativisme moral qui s'abattait sur moi. Croyez-vous qu'il soit acceptable de tricher et de continuer comme si de rien n'était? Ai-je demandé, en veillant à paraître neutre. Mais intérieurement, mon sarcasme était déjà au rouge. Émilie n'a pas bronché. Elle a souri, calme comme un concombre dans un sauna. Personne ne devrait être condamné pour une faiblesse. Ce qui compte le plus, c'est le remords. Le remords? J'ai griffonné mentalement une note. Vérifie si le remords est garanti. Ce qui avait commencé comme une conversation informelle et civilisée, comme un couple normal discutant d'un film, a vite dégénéré. Ma tension artérielle a atteint des sommets lorsque notre échange s'est transformé en une sorte de débat judiciaire. Sauf que j'étais le jury en colère, et Émilie, le procureur, livrant des preuves dont j'ignorais l'existence. Franchement, tricher, dis-je en agitant la main comme si je dirigeais un orchestre. Cela détruit tout ce qui soutient l'amour. Tout. Ses yeux pétillaient, comme si elle attendait ce moment. Les relations matures exigent de la sagesse pour gérer les imperfections, dit-elle. Perfection? Imperfection? Je ne me suis pas inscrite à ce séminaire sur la vie. À sa façon de le dire, si calme, si posée. On aurait dit qu'elle avait répété cela devant un miroir pendant des années, peut-être même avec un coach, juste au cas où un mari naïf comme moi poserait la mauvaise question. Je me suis tu, le poids de ces mots pesant comme une mauvaise critique yelpe sur toute ma boussole morale. Mon cerveau essayait de faire des simulations. Comme si elle voulait parler de ce genre d'imperfection, peut-être avait-elle un doctorat en gestion des conjoints qui ne comprennent pas le pardon. Elle inclina légèrement la tête, remarquant probablement l'expression de mon cher dans les phares. Détends-toi, dit-elle d'une voix plus douce. C'est juste une perspective différente. On parle d'un film, pas de la vraie vie. Exactement. Parce que mon système d'alarme interne n'avait pas seulement détecté une perspective,
il avait détecté un audit existentiel complet de mon mariage tout entier. Et c'est là que j'ai réalisé, les jours suivants, que j'avais commencé à y prêter trop d'attention. Sa façon de réagir quand je mentionnais des collègues. Sa façon de s'attarder sur certaines scènes et émissions. Son sourire avait parfois cette lueur méfiante et répétée. Oui, j'étais officiellement hyper vigilant comme un chat dans une pièce remplie de rocking chairs sur un monocycle jonglant avec des torches enflammées. Chaque frémissement de son sourcil devenait une menace potentielle pour la sécurité nationale. J'observais sa façon de servir son café comme si c'était un rituel suspect. Sa façon de rire devant les pubs à la télé. Enfin, était-ce sincère ou sa façon de marquer une pause avant d'envoyer un SMS? Oh, c'était définitivement un comportement classifié. Je suis devenu à la fois détective, espion, philosophe surcaféiné, analysant les réactions comme s'il s'agissait de messages codés provenant d'une civilisation extraterrestre. Des signaux rouges s'allumaient dans mon cerveau, comme une machine à sous qui ne m'annonce que de mauvaises nouvelles. Émilie commençait à éviter toute intimité dès que je faisais allusion à un sujet sensible. Un mot sur les sentiments et elle se transformait plus vite qu'un super-héros changeant de costume. Le sujet changeait à la vitesse de l'éclair. Dis donc, t'as vu le nouvel épisode sur Netflix? Et d'autres fois, elle explosait pour un rien, comme si un simple désagrément était une urgence nationale. Mon univers calme et organisé était soudain peuplé de mines émotionnelles. Ses horaires de travail changeaient aussi. De plus en plus tard, et quand elle rentrait chez elle, c'était comme une opération secrète. Elle prétendait être débordée ou que son supérieur la pressait. J'ai besoin de temps pour moi, disait-elle. Du temps pour elle, non. Parce qu'apparemment, je ne suis pas assez drôle pour justifier son existence. J'ai essayé. Oh, j'ai essayé de la croire. Vraiment. Mais il y avait cette petite sonnette d'alarme. Non, une véritable corne de brume qui hurlait dans ma poitrine chaque fois qu'elle me donnait une raison. Puis vint la nuit. Je me suis réveillé au milieu de l'obscurité. La maison était silencieuse, à l'exception d'une faible lueur dans la cuisine. Et elle était là, Émilie, accroupie sur son téléphone comme si c'était un objet rare. Je me suis figé, faisant semblant de dormir comme un acteur oscarisé, tout en mémorisant l'image comme si c'était une scène de crime. Des jours plus tard, même schéma. Veille tard, téléphone face cachée, juste regarder des vidéos pour me détendre, a-t-elle affirmé, pensant probablement que la désinvolture du ton ferait passer le mensonge. Mon monologue intérieur, cependant, hurlait. Ouais, bien sûr. Et je suis secrètement un espion international. Je ne suis pas un homme soupçonneux, remarquez. Je ne l'ai jamais été. Pas de fouille dans les téléphones, pas de surveillance sur les réseaux sociaux, pas de surveillance. Mais maintenant, chaque regard qu'elle lançait, chaque légère hésitation, excuse personnelle, tout cela semblait plus qu'une coïncidence. J'ai commencé à éplucher les archives mentales des phrases passées d'Émilie, tel un détective surconsciencieux avec trop de temps libre. Des collègues qu'elle avait mentionnés avec cette étincelle dans la voix. Enthousiastes, totalement inoffensifs, probablement juste des collègues charmants. Et puis il y avait Everett. Oh oui, Everett. Le mystérieux Everett, le type qui envoyait des messages à des heures où les humains dormaient, qu'elle qualifiait d'amusant mais inoffensif, non. Amusant et inoffensif. Comme un méchant de dessin animé qui sourit et distribue des bonbons tout en complotant pour dominer le monde. Un week-end, nous essayions de décider quoi faire. J'ai suggéré une jolie ville voisine, vous savez, avec de bons restaurants, un accès facile en voiture, peut-être un petit café pittoresque où ils prennent leur latte beaucoup trop au sérieux. Elle a dit, non, trop vite. Je n'ai pas de bons souvenirs de là-bas. Boum. Refus instantané. Pas de pause, pas de discussion, juste un rejet préenregistré. Automatique. Comme si son cerveau avait un bouton préprogrammé pour rejeter les idées de Jonathan. S'activer instantanément. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai demandé, c'est à propos de moi? Ai-je dit quelque chose? Quelque chose de tragiquement offensant, j'ai oublié. Elle a balayé la chose d'un geste de la main. Non, juste des souvenirs. Mais la rapidité et la précision de sa réponse étaient plus étranges qu'un chat animant un talk show. J'ai commencé à repenser à mes propres actions comme un auditeur interne paranoïaque. Avais-je oublié de la complimenter sur ses cheveux mardi dernier? Avais-je levé les yeux au ciel en voyant sa description trop enthousiaste d'un collègue?
Avais-je mal respiré à un moment donné au cours des 7 dernières années? Mais plus je me creusais la tête, plus les pièces du puzzle pointaient vers une seule conclusion terrifiante. La distance n'était pas de ma faute. Elle venait d'elle, quelque chose qu'elle cachait, quelque chose qui existait peut-être plus longtemps que je ne voulais l'imaginer. Je me suis surpris à me demander, notre mariage était-il vraiment ce que je pensais? Le petit monde parfait que nous avions construit. Était-ce juste une façade? Et au fond de moi, je savais que la réponse se formait comme une vague qui montait lentement, qui semblait parfaite, mais qui pouvait s'effondrer à tout moment. Tout ce que je voulais, toute cette pensée, c'était découvrir la vérité. La voir mise à nu dans un éclat. Une lumière éblouissante, aussi intense fut-elle. Je suis rentré plus tôt que prévu. La réunion avait mystérieusement disparu de mon agenda, probablement volée par un génie de la productivité. Je me suis garé dans le garage, m'attendant au bourdonnement habituel de la vie domestique. Au lieu de cela, j'ai senti une légère odeur de fumée. De la fumée comme si quelqu'un avait invoqué des dragons dans mon salon. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. La cheminée était encore chaude. Pas, oh, bien au chaud. Plutôt, oh, il vient de me passer quelque chose de chaud. Les braises s'atténuaient, mais la chaleur persistait, comme cette tension gênante qui suit une remarque inadmissible lors d'une réunion Zoom. Émilie était naturellement à l'étage, car quand son mari arrive mystérieusement en avance et qu'il y a un incendie dans le salon, on se cache forcément. J'ai tout entendu. Des pas dans sa chambre, des tiroirs qui s'ouvrent, le bruit satisfaisant de la fermeture éclair d'une trousse de toilette, comme si elle préparait une trousse d'espionnage ou une mission secrète. La curiosité et une légère paranoïa m'ont poussé vers la cheminée. Je me suis accroupi comme une détective dans une série policière à petit budget, scrutant les cendres. Des bouts de papier perçaient, m'agitant comme de minuscules drapeaux de culpabilité. J'en ai pris une avec précaution, une photo brûlée. On distinguait un bras d'homme à côté d'une robe claire. Au dos, un bout de papier avait survécu à l'enfer avec un seul L provocateur à la fin d'une phrase. Je me suis figé. Mon cerveau a fait ding ding ding. Une écriture reconnaissable. Mon écriture. Ou peut-être la sienne. Quoi qu'il en soit, le mystère était palpable. Je restais planté là, les yeux rivés sur les braises, sans plaisanterie, sans sarcasme, rien. Le silence, à l'exception du léger sifflement des braises mourantes, comme si l'univers disait, tiens, c'est parti. Quelques minutes plus tard, Émilie descendit l'escalier, habillée et polie, comme si rien ne s'était passé pendant les 20 dernières minutes où j'avais exploré mon salon. Elle se passa la main dans les cheveux et dit nonchalamment, je dois partir tôt pour un dîner de travail. Je réussis à dire, encourageant et légèrement sarcastique, bonne nuit. La porte se referma dans un clic sec derrière elle, et le silence qui suivit fut pesant. Je montai, ouvris mon portefeuille comme un homme manipulant un artefact hautement confidentiel et rangeai discrètement le morceau de papier brûlé. Ce petit bout allait devenir mon talisman du doute. Mes doutes n'avaient pas disparu. Ils se transformaient simplement, disons, en théorie du complot à part entière. Le lendemain, j'ai opté pour une surveillance domestique digne de James Bond et acheté 3 minuscules enregistreurs. Minuscules, furtifs, ils pourraient probablement survivre à une apocalypse nucléaire et capter quelques ragots. La nuit tomba et je partis en mission secrète. Émilie s'endormit, parfaitement inconsciente de l'espionnage qui se déroulait chez elle. J'en glissai un parmi les livres du salon, un autre dans le placard de la salle de bain. Un emplacement de choix, car bien sûr, d'importants secrets se révèlent dans les salles de bain. Et le troisième. Dans un panier à linge vide, que j'imagine qu'elle n'ouvrirait jamais, sauf si elle cherchait désespérément une chaussette disparue. Ils étaient discrets, presque invisibles. En gros, la CIA en miniature. Le plan? Simple. Écoutez. Laissez les sons parler plus fort que ces mots. Pendant 2 jours, l'univers ne m'a gratifié d'absolument rien d'utile. Des bruits de cuisine, des vidéos qu'elle regardait, des messages vocaux à son groupe d'amis, une musique d'ambiance. Les enregistrements étaient aussi palpitants que de regarder une tortue se déplacer. Puis vint le 3e jour, à 21h47. L'enregistreur de la salle de bain décida de me livrer l'intrigue. Twist. Sa voix, douce, claire, intime. Salut, Everett. J'ai pensé à toi toute la journée. J'ai serré les écouteurs plus fort sans réfléchir. Mon cerveau a court-circuité. Bien sûr,
j'ai supprimé les messages. Ne t'inquiète pas, Jonathan s'est couché tôt comme toujours. Quelques secondes de silence. Mon cœur faisait des saltos. Puis un rire. Un rire plein de facilité, de réconfort, de trahison. Oui, samedi est toujours d'actualité. Même endroit que d'habitude. Même chambre. Et oui, même lit. Elle marqua une pause. Puis les mots qui me donnèrent l'impression qu'on m'avait enfoncé un feu d'artifice dans la gorge. Je suis tout à toi, Everett. Tu le sais. J'ai arraché les écouteurs comme s'ils venaient de me mordre. J'ai bondi de ma chaise, l'adrénaline faisant de la gymnastique dans mes veines. Everett. Ce nom ne m'était pas inconnu. Le type drôle de son bureau. Le type serviable qui couvre toujours quand quelqu'un a un rapport. Le type qui plaisante surtout. Elle avait tellement ri en parlant de lui que je n'avais rien soupçonné. J'ai supposé qu'il s'agissait simplement d'une amitié classique au travail. Je me suis assis devant mon ordinateur, le cliquetis des touches résonnant comme de petits gonds moqueurs. Ever Smith, nom complet. Je l'ai tapé comme un homme désamorçant une bombe, sauf que cette bombe était personnelle et qu'il y avait des verres à vin. J'ai vérifié les réseaux sociaux, LinkedIn, le site web de l'entreprise, bref tout l'univers numérique. Et il était là, souriant, amical, blazer bleu, cette combinaison irritante et parfaite qui crie « Je suis charmant, compétent et probablement diabolique ». Et Emily était là, la tête nonchalamment posée sur son épaule, un verre de vin à la main, comme si c'était juste une soirée amicale après le travail et non une comédie romantique en direct dans laquelle je n'étais pas sélectionné. La légende disait « Équipe solide ». Rire garanti. Rire garanti. Je vous garantis que ma prochaine vie sera une thérapie si ça continue. Son « j'aime » était le premier sur la liste. Ouais, le mien. Grand, audacieux, panneau néon approuvé. Je suis revenu à l'audio, appuyant sur lecture comme un homme sur le point de sauter dans l'eau glacée. Sa voix, à nouveau, douce, désinvolte, normale, mais dévastatrice. Elle disait qu'elle devait faire attention car Madison, la femme d'Everett, commençait à se méfier. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux, je me suis frotté le front des deux mains et j'ai expiré lentement, tel un moine épuisé qui vient de réaliser que l'illumination s'accompagne de chagrin d'amour et d'appels zoom gênants. C'était un cocktail de colère, de déception et d'une douleur étrange, indéfinissable, qui n'avait pas de nom, mais qui aurait probablement dû être déposé. Elle l'appelait amour, faisait des projets, avait des habitudes avec un autre homme. Ce n'était pas une simple erreur. Ce n'était pas un simple incident de bureau. Non, c'était une véritable histoire d'amour, programmée par abonnement, avec un numéro de chambre. J'ai passé des heures cette nuit-là en silence. Mon cerveau repassait les enregistrements, les noms, les images, son rire comme un mauvais film que je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. La femme que j'embrassais tous les matins. Celle qui prétendait que notre vie était parfaite vivait une existence parallèle. Une vie qui ne m'incluait pas, apparemment. Et à cet instant, j'ai commencé à accepter ce que je craignais le plus. J'avais perdu Emily depuis longtemps. Je ne m'en étais simplement pas encore rendu compte. J'ai passé la nuit entière à fouiller dans la vie d'Everett Smith, comme un homme possédé. Bon, peut-être comme un détective privé qui aurait bu trop de café et n'aurait pas dormi. J'ai épluché chaque détail que j'ai pu trouver. Vieux messages, photos de soirée, commentaires, chaque trace numérique qu'il avait laissée. C'était épuisant et légèrement terrifiant. J'étais en quelque sorte un agent du FBI à moi tout seul, sauf qu'il y avait plus de sarcasme et moins de financement. Plus je creusais, plus c'était évident. La relation d'Everett et Emily n'était pas un simple flirt. Non, elle était soigneusement construite. Une architecture subtile de regards, de sourires et probablement de poignées de main secrètes dont j'ignorais l'existence. Elle n'a jamais mentionné de voyage d'affaires avec lui. Omission classique, mais ma recherche numérique tenace a porté ses fruits. Il y a 7 mois, Everett avait posté une photo d'une ville voisine, et elle était là, faiblement visible mais reconnaissable dans le reflet d'une vitrine. Le visage d'Emily. Petit, presque caché, mais reconnaissable pour quiconque doté du sens de l'observation d'un hibou sous l'effet de la caféine. Le lendemain matin, j'ai joué la carte de la discrétion, ou du moins j'ai essayé. Je n'ai dit à personne que je prenais congé. Honnêtement, l'univers méritait un peu de suspense. J'ai tapé le nom de Madison Smith sur mon ordinateur portable,
me sentant comme un détective de roman noir tapant le nom d'une femme fatale potentiellement dangereuse. Elle est apparue immédiatement. Cheveux bruns, homo sérieux, peu de messages, une femme réservée. Bref, l'exemple parfait de « ne me mêlez pas à votre chaos conjugal ». Je lui ai envoyé un message direct. J'ai besoin de parler de quelque chose d'important. Elle l'a vu, a pris son temps pour répondre, car apparemment, le suspense est un trait de caractère dans son monde. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle a accepté l'invitation. Nous avons convenu d'un café discret en dehors du centre-ville. Quand je suis arrivé, elle sirotait tranquillement son café. Pas de panique, pas de choc. Non. Oh mon Dieu. Je ne savais pas que ma vie allait se transformer en roman de Dan Brown aujourd'hui. Elle n'a pas semblé surprise. Madison m'a accueilli d'un bref hochement de tête, comme si elle s'attendait à moi. Pas de halètement dramatique, juste un hochement de tête. Fantastique. Ma vie est officiellement une sitcom et j'en suis apparemment le comique. J'ai foncé droit au but. J'ai découvert l'infidélité d'Emily. Elle a une liaison avec ton mari, ai-je dit en essayant de paraître calme, mais en échouant lamentablement. Et j'ai des enregistrements, des preuves, tout. Mes mains tremblaient. Comme si je venais de révéler un rebondissement choquant dans un feuilleton mal écrit. Elle a soupiré, sortant calmement un dossier de son sac comme s'il ne s'agissait que d'une liste de courses. À l'intérieur se trouvaient des documents, des captures d'écran de messages entre Everett et Emily, certains explicites, d'autres énigmatiques, avec des codes et des surnoms. Des codes et des surnoms, car apparemment, mon mariage fonctionnait grâce à un espionnage de niveau agent secret, sans ma permission. Puis sont arrivés les reçus d'hôtel, et mon estomac a fait un bond en arrière en voyant la photo d'un sous-vêtement d'Emily retrouvé inexplicablement dans le coffre de la voiture du mari de Madison. Mon cerveau a fait une double prise. Oui, c'est la réalité. Pas un mauvais rêve. Absolument la réalité. Madison m'a expliqué qu'elle était au courant depuis des semaines, et qu'elle attendait patiemment le bon moment pour tout révéler. Elle vivait une séparation discrète, collectait des preuves, se préparait à porter l'affaire devant les tribunaux. Je ne veux pas de scandale, a-t-elle dit d'une voix calme. Je veux juste partir dignement. Ne laisser aucune place à Everett pour discuter. Je suis restée silencieuse, ce qui était nouveau pour moi. Mes pensées tourbillonnaient dans un mélange de colère, de honte et de prise de conscience d'avoir été une parfaite idiote de ne pas l'avoir vue plus tôt. Deux vies bouleversées par le même couple. Leur chaos reflétait le mien. Mais je n'étais pas le personnage principal de cet épisode. J'étais juste un dommage collatéral. Madison n'a pas pleuré, pas une larme. Elle a parlé comme quelqu'un qui avait assez pleuré dans sa vie et qui voulait maintenant tourner la page. Elle m'a tendu une copie de toutes les preuves. Ça pourrait être utile si tu veux faire pareil, a-t-elle dit. Avant de partir, elle m'a légèrement touché l'épaule. Appelle-moi si tu as besoin de parler, a-t-elle ajouté. Mais elle a été très claire sur une chose, elle ne voulait pas s'impliquer dans un quelconque drame. Elle était fatiguée. J'ai simplement remercié Madison, même si ma voix ressemblait probablement à celle d'un robot monocorde qui venait d'apprendre le concept de trahison. Je suis resté là quelques minutes, à fixer les papiers dans mes mains comme s'il s'agissait d'anciens hiéroglyphes contenant les secrets de ma vie. Pas de place pour le doute. Non. Le doute avait officiellement plié bagage et s'était envolé. Il ne restait plus qu'à décider quoi en faire. Quoi en faire ? Comme s'il existait un guide de politesse pour gérer une rupture conjugale ultime. Attention spoiler, il n'y en a pas. Je suis rentré à la maison avec l'air d'un zombie qui aurait passé la nuit à lire un manuel sur la façon de perdre foi en l'humanité. Des cernes sous les yeux. Une posture en point d'interrogation. Un monologue intérieur hurlant. Ça va. Non, attends. C'est horrible. Emily, bien sûr, était sur le canapé à regarder la télé, faisant comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas démantelé ma réalité avec désinvolture en souriant au présentateur du journal. Je suis passé devant elle, je suis allé directement dans la chambre et j'ai verrouillé la porte. Les heures ont passé. Je fixais le mur comme si la simple concentration pouvait effacer tout ce que j'avais découvert. Je repassais mentalement chaque enregistrement, chaque capture d'écran, chaque photo, chaque mot qu'elle avait dit à Everett. Surtout, mon corps est à toi. Everett résonnait dans ma tête comme une comptine triste et exaspérante. À une heure indue, je me suis traîné jusqu'à la cuisine pour chercher de l'eau et j'ai remarqué son téléphone sur la table.
Le cri clignotait, accompagné d'un nouveau message d'Everett. Mon pouce planait. Je ne l'ouvris pas. Inutile. Le simple clignotement était comme une enseigne lumineuse criant « Oui, ça continue ». Le lendemain, j'attendis, assise là, telle une statue sombre et légèrement en manque de sommeil, qu'elle revienne du travail. Elle entra, aussi calme qu'une brise d'été, parlant de la circulation et d'un nouveau collègue, riant doucement. Franchement, son audace était impressionnante. Je la coupai court. « Émilie, dis-je d'un ton glacial et sarcastique. Il faut qu'on parle. » Elle se figea comme si je venais d'annoncer que des extraterrestres avaient atterri dans le jardin. Nous nous installâmes à la table de la cuisine. J'inspirai profondément et commençai à laisser les mots atterrir comme de lourdes bombes. Je sais tout. Les enregistrements, les captures d'écran. Au début, elle essaya de nier. Bien sûr qu'elle le fit. Elle se pencha légèrement en arrière, les bras croisés, les yeux plissés comme si elle essayait de lire dans mon cerveau plutôt que dans sa propre conscience coupable. « Tu es confus » dit-elle d'une voix douce, calme, presque trop calme, comme si elle avait répété cette phrase devant un miroir. « On essaie de me faire du mal. Quelqu'un a inventé ça. » « Ah bon » dis-je en haussant un sourcil si fort qu'il a presque quitté mon front. « Alors, tu me dis que mes oreilles, mes yeux et mon cerveau si précieux m'ont menti collectivement. » Elle secoua la tête en se mordant la lèvre comme si elle s'apprêtait à improviser une performance digne d'un Oscar. « Oui, enfin, non, enfin, Jonathan, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ça. Ce ne peut pas être ce que tu crois. »« Oh, éclaire-moi alors » dis-je en m'appuyant sur la table avec mon plus beau sourire sarcastique. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que ma vie vient d'être réécrite par un piètre scénariste de télé-réalité. Elle fit un geste dédaigneux de la main, comme si elle chassait une mouche de la logique. Je jure que tu as mal compris. Tu as tiré des conclusions hâtives. Les gens disent des choses, les messages sont mal interprétés. Mal interprétés. J'ai fait écho à une fausse incrédulité. Émilie, tu as littéralement dit, je suis tout à toi, Everett. Comment ai-je pu mal interpréter ça? Ai-je manqué le passage où elle parlait d'un spectacle de marionnettes ou d'une danse interprétative? Ses yeux ont cligné, son masque confiant craquant. Elle a ouvert la bouche pour parler, l'a refermée, puis a finalement murmuré, c'est compliqué. Compliqué, ai-je répété d'une voix ruisselante de sarcasme. Bien sûr, compliqué, comme la science des fusées, sauf que la fusée, c'est mon mariage, et que l'expérience scientifique vient de mettre le feu au labo. Elle a détourné le regard, silencieuse cette fois. J'entendais presque les rouages de son cerveau tourner, essayant d'inventer une défense qui n'existait pas. Je l'ai juste fixé, j'ai cligné des yeux une fois, j'ai pensé lui offrir une tasse de thé de la réalité, mais j'ai renoncé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à énumérer les détails, lentement et délibérément, laissant chaque mot atterrir comme une petite grenade. Soigneusement dirigé. 14 juillet, l'hôtel d'Elm Street, dis-je d'une voix calme. Chambre 8h14. Et ne croyez pas que j'ai oublié le dîner chez Lucas la semaine précédente, ni la visite à Cedar Park le 3 mai. Ses mains se mirent à trembler. Elle croisa les bras fermement, comme pour se protéger physiquement de l'avalanche d'informations que je lui laissais tomber. Son regard errait dans tous les sens. Plafond, sol, porte de sortie imaginaire, comme si elle auditionnait pour un thriller intitulé « Pris en flagrant délit », version domestique. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », balbutia-t-elle d'une voix tremblante. J'ai haussé un sourcil. « Ah bon ? Parce que j'ai des horodatages, des reçus, des enregistrements, en gros, une petite archive prouvant que votre manteau invisible d'amitié avec Everett est troué de trop assez grand pour y faire passer un camion. » Elle déglutit difficilement et essaya de couvrir ses mains tremblantes de ses bras, comme si cela ferait disparaître mes preuves. « Ce n'était pas intentionnel, dit-elle. Je veux dire, on a commencé comme des amis. » Amis, répétai-je, laissant le mot flotter comme une chute. Amis qui partagent des chambres d'hôtel, des dîners tardifs et des messages codés. Amis qui semblent croire que leurs conjoints sont invisibles. Ses lèvres tremblèrent. Je me sentais invisible. Tu as été si occupé. Je me suis adossé, laissant échapper le sarcasme. Occupé, n'est-ce pas? Occupé à faire quoi exactement? À calculer la proportion exacte de café et de crème dans la cuisine. Parce que si c'était tout ce qu'il fallait pour se sentir négligé, alors bien sûr, il fallait Everett pour rendre la vie excitante.
Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Silence. Finalement, après un long silence, admit-elle d'une voix à peine audible. Impossible de le cacher. Finalement, après un long silence gêné qui donnait l'impression que l'air suffoquait dans sa propre gêne, elle laissa échapper le mot. Plus de détournement. Plus d'esquives astucieuses. C'est vrai, admit-elle. La liaison avec Everett, c'était d'abord une amitié, mais c'est devenu trop intime. Je clignai lentement des yeux, devenant trop proche, dis-je, laissant les mots me trotter dans la bouche comme un goût amer. Tu veux dire trop proche, comme dans, je ne sais pas. Astérisque vola les meubles de notre salon chargés d'émotions et le redécora ensemble. Elle se mordit la lèvre. Jonathan, s'il te plaît. Tu dois comprendre. Je me sentais invisible à la maison. Tu étais si distant. Toujours au travail, toujours occupé. Et Everett, il me faisait rire. Me faisait me sentir désiré. Désiré, répétai-je comme si ce mot à lui seul pouvait choquer l'univers. Laisse-moi bien comprendre. L'homme qui aide occasionnellement avec les rapports de bureau et raconte des blagues pendant les réunions a réussi ce que mes 7 ans de mariage n'avaient pas réussi. C'est impressionnant. Franchement, je devrais lui envoyer une carte de remerciement. Elle tressaillit. Ce n'était pas à cause de toi. C'est juste que les émotions arrivent, Jonathan. Je n'ai jamais rien prévu. Je n'avais pas prévu. Les émotions arrivent, intervins-je. Un sarcasme presque dégoulinant. Les émotions arrivent. Bien sûr. Et apparemment, les liaisons arrivent aussi. Flash info. Apparemment, j'avais raté le mémo sur les deux. Elle baissa les yeux, les mains entrelacées comme si elle essayait de se frayer un chemin pour échapper à mon regard. Je ne voulais pas te blesser. Je me suis adossé, les bras croisés, secouant la tête. Me blesser? Oh, tu as fait plus que me blesser. Tu as transformé ma vie en une comédie tragique avec le pire scénario imaginable. Bravo. Vraiment. Elle leva les yeux brillants. Je suis tellement désolé. Vraiment. Je restai silencieuse, laissant ces mots résonner, car à ce stade, aucune réplique cinglante ne pouvait exprimer correctement le mélange d'incrédulité, de rage et d'humour noir qui s'était installé dans mon cerveau. Je restai silencieuse. J'aurais pu lancer une remarque sarcastique. Félicitations, tu es officiellement une méchante de Disney, mais je ne l'ai pas fait. Elle versa de grosses larmes de crocodile dramatique qui disaient tout et rien à la fois. Je la fixai du regard, car apparemment, mon visage était désormais un accessoire pratique dans son petit théâtre de culpabilité. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Elle renifla, la voix tremblante mais soigneusement contrôlée. Non, attends, l'interrompis-je. Parce qu'apparemment, le sarcasme est le seul oxygène qui reste dans la pièce. Que je comprenne bien. Tu ne voulais pas que tes escapades émotionnelles, tes rendez-vous nocturnes et tes manigances d'hôtel se produisent. On dirait une série d'événements malheureux dignes d'une mini-série Netflix. Elle tressaillit en s'essuyant les yeux. Jonathan, s'il te plaît. Ce n'était pas intentionnel. Je me suis juste laissé emporter. Tu as pleuré, dis-je en inclinant la tête. Ah oui. Comme un caddie de supermarché abandonné sur une pente descendante. Tout à fait compréhensible, sauf qu'au lieu de faire les courses, c'était ma dignité et mes vœux de mariage qui s'envolaient dans l'oubli. Ses lèvres tremblèrent. J'ai honte. Je n'ai rien prévu. J'ai juste laissé faire. Laisse faire, répétai-je, savourant la phrase comme un bon vin amer. C'est comme renverser une tasse de café, sauf que le café, c'est toute ta vie, et je suis assise là, trempée, à me demander quand on m'a tendu cette tasse. Elle cligna des yeux, la voix tremblante. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas, répétai-je d'un ton incrédule. Tu ne sais pas, Émilie. Tu jongles avec 3 vies d'adultes distinctes pendant que je suis là à penser que notre plus grande crise était de savoir qui a laissé le linge trop longtemps dans le sèche-linge. Elle essaya de me prendre la main, le regard suppliant. Jonathan, s'il te plaît. Je m'écartai lentement, délibérément, comme si j'effleurais de la lave en fusion. Non, je pense que mes mains ont mérité le droit de rester indemnes pour le reste de la soirée, voire de la décennie. Puis elle lança la bombe suivante. Il y avait 2 autres collègues. Je me figeai en plein souffle. 2 autres collègues,
comme des figurants dans cette émission de télé-réalité en cours. Je réalise soudain que je ne suis même pas le personnage principal, si? Elle hocha la tête. Honteux, mais étrangement désinvolte. Ce n'était pas intentionnel. Je me suis impliqué plus que je n'aurais dû. J'ai perdu le contrôle. J'ai dégluti difficilement, essayant de ne pas cracher le sarcasme et la bile d'un coup. J'ai perdu le contrôle, pas vrai? Comme la fois où j'ai essayé de monter des meubles IKEA sans instruction. Seule différence, tu as détruit toute la maison au lieu de juste la bibliothèque. Elle tendit la main et essaya d'attraper mon encore la main. Je me suis éloigné très délibérément, comme un homme dont la main vient de toucher un fer chaud, et j'ai réalisé que c'était une métaphore de tout dans sa vie. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai commencé à ranger quelques affaires dans un sac à dos. Elle m'a suivi, sa voix frénétique, oscillant entre le désespoir et la supplication dramatique. Jonathan, s'il te plaît, je peux me changer. C'était une erreur. C'est vraiment toi que j'aime. Je m'arrêtai, me tournai lentement et la regardai droit dans les yeux. Amour, dis-je d'une voix calme mais aiguë. Je ne peux pas survivre caché derrière des mensonges. Pas même un peu. Pas même si vous saupoudrez un peu de sincérité, comme un assaisonnement bon marché. Elle cligna des yeux. Un éclair d'indignation mêlé de supplication. Tu dois me pardonner. Nous pouvons passer à autre chose. C'est ce que signifie l'amour, Jonathan. C'est ce que signifie le mariage. S'entraider pour surmonter les problèmes et les adversités. Nous pouvons le faire ensemble. J'expirai bruyamment, sentant le poids de ces mots comme une couverture détrempée d'absurdité. Vraiment? Dis-je, la voix lourde de incrédulité. Êtes-vous si délirant? Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je n'ai pas attendu la chute. J'ai attrapé le sac à dos, je l'ai mis sur mon épaule et je suis parti. Je me suis rendu directement dans un hôtel modeste, j'ai loué une chambre pour une durée indéterminée et je me suis assis au bord du lit comme un homme contemplant l'univers en tenant une tasse d'ironie amère. La nuit s'étendit sans fin. Le sommeil m'a refusé. J'ai regardé le plafond, rejouant chaque texte, chaque rire, chaque mensonge, chaque oups qu'elle avait avoué. Mon cerveau ressemblait à un mixeur réglé à grande vitesse. Le matin est venu, impitoyable et lumineux, et mon téléphone a sonné. Un message d'elle. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de distance, d'espace, de répit. Ce que je ressentais n'était plus seulement de la douleur. Non, ce serait trop simple. C'était l'épuisement, une fatigue profonde et dévastatrice qui m'a fait me demander si ma patience était une ressource renouvelable que j'avais bêtement investie. C'était une envie de repartir à zéro, de reconstruire sans porter le poids de quelqu'un qui traitait la confiance comme si elle était jetable. Dans les jours qui suivirent, les messages se multiplièrent. Des SMS, des appels et même quelques emails gênants de personnes que nous connaissions tous les deux. Jonathan, ça va? Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Un ami a envoyé un texto. J'ai regardé l'écran. D'accord. Mon cerveau était occupé à classer des preuves, à reconstruire des chronologies et simultanément à rédiger une lettre à l'univers sur la cruauté émotionnelle. J'ai répondu, ravi. Vivre le rêve. Un autre est apparu. J'ai toujours pensé qu'elle était trop bien pour toi. Ah vraiment? Trop bien pour moi? Cela ressemblait à une punchline. J'ai répondu, oui, apparemment trop beau pour toute ma maison, mon affection et ma confiance. Merci pour votre perspicacité. Un membre de la famille s'appelle Jonathan. Waouh. Je ne sais même pas quoi dire. Parfait. Le silence fait des merveilles. Mais si vous devez parler, soyez bref. Mon thérapeute compte sur des mises à jour toutes les heures. Puis est arrivé le voisin légèrement curieux qui a envoyé des SMS. J'ai vu Émilie avec quelqu'un l'autre jour. Était-ce sérieux? J'ai presque reniflé. Oh, oui, Karen. C'est un passe-temps à temps plein et à temps partiel, avec des reçus et des chambres d'hôtel. Vous voulez la version guide touristique? Ignored most of them, responded only when necessary. Sympathie, advice, please. I wanted silence. Absolute bless silence. The kind where the only voice in the room was mine,
narrating a sarcastic commentary about my own disastrous life. He responded only when absolutely necessary, mostly with monosyllable. Jonathan, do you want to talk? Emily texted. Noted. He typed and put the phone down. Are you sure you're okay? Another friend asked over the phone. Okay, he said, keeping ses brefs. Un mot, comme un conservateur professionnel de la misère. Sympathie, conseil. Épargnez-moi. Mon cerveau avait érigé une barricade. Aucun réconfort non sollicité n'est autorisé. Je voulais le silence. Un pur silence ininterrompu. Jonathan, je veux juste que tu m'écoutes. Emily a plaidé dans une note vocale. Je n'ai pas répondu. Je l'ai joué une fois avec précaution pour pouvoir savourer sa panique pendant environ 5 secondes, puis je l'ai supprimé. Le son de sa voix à lui seul pouvait déclencher une peur existentielle totale, comme si l'univers avait appuyé sur le mauvais bouton, et maintenant tout s'effritait lentement. Même mes propres pensées ont commencé à se moquer de moi. Oui, Jonathan, tu peux survivre à la trahison. Continuer simplement à taper, noter et ignorer la réalité. Fonctionne pour tout. Incendie, impôts, ouragans émotionnels. Un collègue a appelé nerveusement. Et, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je voulais juste m'enregistrer. Enregistrez-vous, marmonnai-je dans ma barbe. Oui, s'il vous plaît. Planifions une évaluation complète des performances de mon âme écrasée. Dois-je apporter des graphiques? J'ai raccroché. Silence. Enfin. Doux. Silence glorieux. J'ai travaillé. Bien sûr. C'était mon armure. Tâches mécaniques, mouvements répétitifs, tout pour empêcher le cerveau de tourner en rond. La trahison n'était pas seulement physique. C'était comme si elle avait construit une vie parallèle avec des meubles parallèles, des routines parallèles, un bonheur parallèle. Celui dans lequel Jonathan était un personnage d'arrière-plan inutile. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, je devais tout reconstruire à partir de zéro, y compris l'identité, car apparemment, mon ancienne avait été classée comme obsolète. Parfois, la douleur me trouvait quand même. Des couples marchant dans la rue main dans la main. C'était une scène bonus dans mon émission d'horreur personnelle. Une chanson à la radio, des flashbacks cul sur le dîner, des rires et tout ce que la salle d'enfer 8h14 impliquait. Une bouffée de son parfum. Boum. Un déjà-vu instantané. Comme un effondrement cinématographique au ralenti. Peu importe à quel point j'essayais de prétendre que ce n'était pas là. J'ai essayé de me convaincre que j'avais fait la bonne chose. Rationnellement, oui, définitivement. Moralement, les meilleures notes. Émotionnellement, eh bien, disons simplement que c'était comme essayer de recoller une pastèque. Péniblement lent, désordonné et légèrement ridicule. Je suis rentré chez moi une fois brièvement pour récupérer des documents et des vêtements. Je l'avais prévenu, arrêt rapide, comme un film de braquage, mais avec beaucoup moins de style et aucune bande-son. Quand je suis entré, la maison semblait plus calme qu'avant. Emily n'était pas là. Non pas que je m'attendais à un défilé de bienvenue ou à un canon à confetti, mais quand même. La table de la cuisine avait quelque chose qui m'attendait, une lettre pliée avec mon nom défilant dessus avec son écriture indubitable. Pendant un moment, j'ai sérieusement envisagé de le jeter à la poubelle sans l'avoir ouvert. Pourquoi me soumettre à encore plus de bêtises? Mais quelque chose, appelez cela une curiosité morbide ou le faible espoir qu'elle est écrite d'une manière ou d'une autre, je plaisante, Jonathan. Tout va bien, m'a arrêté. Je l'ai ramassé, je l'ai mis dans ma poche et j'ai fini de rassembler ce dont j'avais besoin. En ouvrant le placard de la chambre, j'ai trouvé mes vêtements toujours bien rangés. Elle a écrit qu'elle avait demandé une mutation au travail, qu'elle envisageait de déménager et qu'elle ne voyait plus aucune raison de rester dans l'environnement où tout cela s'était produit. Elle a dit qu'elle ressentait de la honte, des regrets et, oh, bon sang, elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal de cette façon. Finalement, elle a enveloppé la lettre avec brio et l'a remise dans mon sac à dos. Pas de réponse, car soyons honnêtes, toute réponse de ma part entamerait probablement un dialogue avec une séance de thérapie, parsemée d'une garniture de commentaires sarcastiques et de désespoir existentiel. Le chagrin ne disparaît pas simplement. Non, cela apparaît à l'improviste par vagues, par éclairs et dans ces silences qui s'étendent bien trop longtemps pour être ignorés. J'ai commencé à éviter les endroits que nous fréquentions ensemble.
J'ai changé d'itinéraire pour me rendre au travail. J'ai arrêté de visiter nos restaurants préférés. J'ai même réorganisé mon programme de gym, pas parce que j'avais peur de la croiser. Oh non, ça aurait été trop simple. C'était l'épuisement, la pure fatigue mentale de revivre chaque rire, chaque contact, chaque je t'aime qui ressemblait soudain à une réplique répétée dans une pièce intitulée Comment trahir Jonathan sans scénario. Un jour, pendant le déjeuner, un collègue a fait un commentaire désinvolte sur le mariage. Alors, comment va Émilie ces jours-ci? Je l'ai regardé comme s'il venait de me demander si je voulais que mon âme soit réduite en poussière pour le dessert. Nous nous sommes séparés, dis-je simplement. Pas de détails, juste des mots plats et définitifs à rendre jaloux une pierre tombale. Le collègue cligna des yeux, hésita et changea rapidement de sujet. J'ai réalisé que ce genre de conversation serait fréquent pendant un certain temps. Très bien, laissez-les bavarder. Je ne devais d'explication à personne. Certainement pas ceux dont le radar social ne pouvait pas détecter les effondrements catastrophiques de la vie. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, je me suis garé devant un parc, regardant les lumières de la ville vaciller comme des promesses lointaines. Mon esprit s'est égaré des années en arrière jusqu'à la première fois où j'ai amené Émilie là-bas. Elle avait eu peur du noir et me serrait la main comme si c'était le dernier canot de sauvetage sur terre. « Tu es mon refuge », murmura-t-elle, sa voix petite mais ferme. Et je l'ai bêtement cru. Nous avons passé des années à construire une vie autour de cette promesse. Et maintenant, cela ressemblait à une blague cosmique cruelle. Je me suis assis, j'ai croisé les bras et j'ai laissé le professionnel faire son travail. J'ai peu parlé, mais quand je l'ai fait, j'ai été aussi direct qu'un pointeur laser dans une pièce sombre. Je veux tout résoudre rapidement, j'ai dit. Pas de drame, pas de théâtre, pas d'audition pour le divorce, je suis prêt à abandonner les meubles, les voitures, les bibelots, même ce vase ridicule que nous avons reçu à notre 3e anniversaire et que j'ai fait semblant d'aimer. Tout cela avant et j'ai commencé à organiser la paperasse. J'ai regardé les stylos bouger, les dossiers se remplir, les signatures tracées comme des pièces d'échecs. Quand est venu le temps d'informer Émilie, elle a répondu avec son style calme et sec habituel. Compris, dit-elle. Je signerai tout. Pas de contestation. Et juste comme ça, c'était fini. Propre sur le papier, mais des cicatrices invisibles se trouvaient dans tous les coins de mon cerveau. Un dimanche au hasard, j'étais assis seul avec un café qui avait le goût d'un espoir brûlé lorsque mon téléphone est tombé en panne. Numéro inconnu. La mère d'Émilie. Jonathan, je suis désolé pour tout. Je te considère toujours comme une famille. Malgré tout, je vous souhaite du bonheur. Je l'ai regardé pendant un moment. Réponse polie naturellement. Merci. Cela signifie beaucoup. Étrange, recevoir de la gentillesse de ce côté-là. C'était presque d'une gentillesse suspecte, mais c'était un rappel. Même lorsque quelqu'un échoue de façon spectaculaire, le monde continue de tourner. Les gens sont blessés, d'autres apprennent, certains partent et certains se retrouvent avec les décombres. Le même jour, j'ai décidé d'aller me promener. Téléphone laissé sur place, veste légère, pieds en mouvement et fierté obstinée dans l'évier. Pendant près d'1 heure, j'ai croisé des couples, des joggeurs, des promeneurs de chiens et un camion de glace inexplicablement joyeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti quelque chose en moi commencer à changer. La douleur persistait. L'incertitude persistait. Mais un nouvel espace se formait. Un espace où je pourrais me reconstruire. Loin de sa voix. Loin des promesses non tenues. Un espace qui n'appartenait qu'à moi. Assis sur un banc au hasard, regardant les gens aller et venir, je réalise quelque chose de simple mais de profond. L'amour a besoin de vérité. Quand la vérité s'en va, l'amour ne devient plus qu'un souvenir douloureux. Et parfois, pour se sauver, il faut accepter qu'on ne peut pas sauver l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel avec le sentiment d'être un invité dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais au moins c'était ma chambre d'amis. Pas d'Émilie qui se cache dans la salle de bain. Pas de surprise, Jonathan. Moment d'attente derrière les portes des placards. J'ai préparé du café dans la petite kitchenette. Réalisant que mon seul engagement quotidien était de le boire avant qu'il ne refroidisse. Révolutionnaire. J'ai commencé des petites promenades qui étaient-il s'agit en fait de promenades, pas de mission de reconnaissance à travers d'anciens repères. J'ai remarqué des choses que j'avais ignorées pendant des années.
Un chien qui jugeait clairement tout le monde dans le passé. Un homme vêtu d'une veste jaune vive dansant sur une musique que lui seul pouvait entendre. Un pigeon volant habilement une part de pizza comme un voleur professionnel. Le monde continuait apparemment de bouger pendant que j'étais coincé à réécouter sa voix disant « Je suis à toi, Everett ». J'ai réessayé de parler aux gens. Pas. Propos d'Emily. Ce sujet a été mis en quarantaine. Au café, le barista m'a demandé si je voulais mon habitude. Bien sûr, j'ai dit. Et rendez-le suffisamment fort pour réveiller les morts. Ou du moins moi, sourit-il. J'ai souri en retour. L'interaction humaine est prudemment réintroduite. Un soir, je suis allé dans une librairie, j'ai feuilleté sans but, j'ai acheté un livre sur la reconstruction après un traumatisme. L'auteur a parlé d'abandonner ce qui ne vous appartient pas. Je l'ai acheté immédiatement. Le caissier, sentant probablement mon mélange de désespoir et de sarcasme, ne fit aucun commentaire. Béni leur tact. Les soirées étaient encore dures. Je m'asseyais sur le lit, les écouteurs allumés, la musique jouait, je riais de temps en temps d'un même ridicule ou je riais sombrement d'une pensée absurde sur ce que faisait Emily. La liberté était douce, mais elle avait au début un goût un peu amer, comme un chocolat noir qui avait trop été trahi. Et pourtant, lentement, imperceptiblement, je sentais revenir le vieux Jonathan. Pas celui qui faisait aveuglément confiance, qui programmait des soirées cinéma et planifiait les repas comme un mari dévoué de sitcom. Non, un Jonathan légèrement plus sage et légèrement plus sarcastique. Celui qui pourrait passer devant un couple se tenant la main et penser mignon. J'espère qu'ils liront les petits caractères de leur contrat. Ce n'était pas encore le bonheur. Même pas proche. Mais c'était la première fois depuis des mois que je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle sous l'eau. Un départ, un espace pour reconstruire mon espace. Et honnêtement, après tout, cela ressemblait à un petit miracle. Finalement, j'ai essayé de replonger un orteil dans le bassin des rencontres. Mot-clé essayé. Premier rendez-vous, elle a passé tout le repas à me poser des questions sur mon travail. Alors Jonathan, que fais-tu exactement? Est-ce que c'est bien rémunéré? Voyager souvent. Au moment où le dessert est arrivé, j'ai réalisé que je n'étais pas courtisé pour moi. J'étais une personne humaine. Deuxième rendez-vous. Une autre femme a passé 20 minutes à expliquer à quel point elle aimait les mariages et a laissé subtilement entendre que son rêve était d'être la mariée, l'organisatrice, le tableau Pinterest et probablement le conseiller juridique Alinon. J'ai ri poliment. À l'intérieur, je criais. Madame, j'arrive à peine à garder ma vie ensemble, et encore moins à planifier un mariage romantique avec vous. Troisième rendez-vous. Elle a commandé le vin le plus cher du menu, m'a expliqué que c'était son investissement dans un avenir avec un homme qui réussit et a jeté un coup d'œil à mon portefeuille vide comme si c'était une blague existentielle. J'ai siroté mon eau, imaginant Emily distribuant des cartes de visite à ses amants comme une fusion d'entreprises tordues. Au quatrième rendez-vous, j'ai renoncé, non pas à l'amour, pas entièrement, mais à prétendre que j'étais prêt à jouer le rôle d'une famille heureuse. Je ne l'étais pas. Je me rétablissais, me reconstruisais, me récupérais. L'engagement ne fait pas partie de mon agenda immédiat. Au lieu de cela, j'ai adopté un allemand berger. Un paquet de fourrure et de dents massifs, loyal et légèrement terrifiant qui ne se souciait pas de mon salaire, de mon appartement ou de mon histoire romantique tragique. Juste des yeux qui disaient « Nourris-moi, promène-moi, aime-moi, ou bien ». Son nom, Athéna. Elle était parfaite. Eh bien, parfaitement intimidant à première vue, comme un petit garde du corps à fourrure qui faisait également office de thérapeute. Elle ne posait pas de questions, ne jugeait pas et m'aimait suffisamment pour me donner l'impression que la vie était peut-être récupérable. Et juste comme ça, la scène des rencontres était officiellement en pause, remplacée par la bave, les promenades à l'aube et les pantoufles mâchées occasionnelles. Le bonheur. La vie avec Athéna était éducative, principalement dans le sens où je n'aurais jamais imaginé que je serais scolarisé. Il y a d'abord eu la routine matinale. Elle ne se souciait pas du fait que je n'avais pas encore bu de café ou que mes cheveux donnaient l'impression d'avoir lutté contre une tornade. Elle voulait sortir maintenant. Et rien ne dit, je suis le patron. Comme un berger allemand assis sur ta poitrine jusqu'à ce que vous reconnaissiez l'horaire de marche. Et puis il y avait de la nourriture. Athéna avait des opinions sur tout. Mon choix de croquettes, la façon dont je les ai mesurées, jusqu'au placement de mes assiettes dans la cuisine. Apparemment,
la méthode d'alimentation en triangle était inacceptable et elle lui lançait un regard noir. Le regard furieux, comme si elle jugeait toutes les décisions de vie que j'avais prises, y compris cette tentative malheureuse de rendez-vous avec la femme obsédée par le vin. La formation était une autre aventure. Au début, elle a ignoré le fait de s'asseoir, de rester et de se retourner, mais elle a répondu avec enthousiasme au sarcasme. J'ai découvert cela après avoir dit « Oui, Athéna. Bien sûr, j'avais absolument prévu que tu manges mes chaussettes aujourd'hui. » Elle s'arrêta, pencha la tête et me regarda comme si je valais la peine d'être écoutée. Absurdement, j'ai commencé à apprécier le silence qui régnait après nos promenades. L'appartement ressemblait moins à un musée hanté de souvenirs qu'à un espace de vie. Athéna dormait à mes pieds, ronflant comme une petite tronçonneuse. Et j'ai réalisé que certaines formes d'amour n'exigeaient pas de trahison, de tromperie ou d'explication. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sans me sentir coupable. La pelouse. Les médiums ronflent. L'absurdité des applications de rencontres qui m'envoient toujours des notifications même si je ne m'étais pas connecté depuis mon dernier désastre humiliant. La vie n'était pas parfaite, mais pour la première fois, elle me semblait à nouveau la mienne. Et je n'étais pas prêt à le partager avec quelqu'un d'autre. Pas encore, pas jamais, peut-être si cela impliquait de risquer la fragile pièce que je construisais. Athéna n'a pas demandé d'explication, d'excuses ou de compromis. Elle existait simplement, et pour l'instant, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'étais en train de démêler la laisse d'Athéna lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais assez familier. La mère d'Émilie, répondis-je prudemment, m'attendant à quelque chose de banal comme « Votre ex-femme veut emprunter du sucre. » Jonathan, dit-elle d'une voix tendue, coupée par l'urgence. C'est Émilie. Elle a été attaquée. Je me suis figé à mi-pas, attaquée par qui? Mon cerveau jonglait déjà entre les possibilités absurdes. Un agresseur? Un voisin dérangé? He said, trying to make sense of it. So, she divorced her husband and decided to teach Emily a lesson. Yes, Emily's mother said, voice breaking slightly. She attacked her. Emily's in the hospital, facial bones broken. Doctor, they might have to do reconstruction surgery. He sank into the nearest chair, lich dangling like a sad question mark. Facial reconstruction. Wow. I mean, ouch, that you seriously awful. My sarcasm wanted to bloom, but it felt inapproprié même pour moi. Stable, a poursuivi la mère d'Émilie. Mais Jonathan, s'il te plaît, peux-tu appeler l'hôpital? Voyez-la une fois. Je sais que ce n'est pas ta responsabilité, mais je passais une main sur mon visage en marmonnant dans ma barbe. Eh bien, Émilie, félicitations pour avoir créé une véritable suite de feuilletons. Je suis d'accord, dis-je finalement. Je vais appeler. Mais je vous le dis, je ne vous promets pas de câlin, de soutien émotionnel ou tout autre discours dramatique. Je suis là pour vous. Cette partie de ma vie est gelée indéfiniment. Son soupir traversa le téléphone, un mélange de soulagement et d'exaspération. Je ne veux juste pas qu'elle soit seule. Pouvez-vous faire ça? Très bien, dis-je, résigné. J'y vais, mais Athéna arrive. Elle aime les hôpitaux. Énergie canine très solidaire. Tout à fait normal. J'ai raccroché et regardé Athéna, qui a incliné la tête comme si elle lisait dans mes pensées. Oh, tu penses que je t'emmène voir un mélodrame humain? Fantastique. Et juste comme ça, j'ai réalisé que même quand la vie vous donne enfin un semblant de paix, l'univers garde apparemment une porte tournante vers le chaos. Je suis entré dans la chambre d'hôpital, Athéna à contre-cœur à mes côtés, traînant sa laisse derrière moi comme une ombre critique. L'odeur stérile m'a frappé en premier. L'antiseptique, la légère odeur de désespoir et l'odeur occasionnelle de la cocotte mystérieuse de la cafétéria. Classique. Et elle était là, Émilie, allongée dans le lit comme une héroïne de feuilleton, le visage bandé et meurtri, les yeux écarquillés quand elle m'a vu. Jonathan, croquatait-elle, voix. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai ri, un petit rire incrédule qui m'a même surpris. Athéna se redressa, remuant la queue, visiblement amusée par mon amusement. Je veux dire, waouh, dis-je entre deux rires, m'appuyant contre le comptoir. Vous savez vraiment comment compliquer la vie, n'est-ce pas? Je pensais que notre divorce était dramatique. C'est le summum d'Émilie. Elle cligna des yeux, à moitié offensée,
à moitié peinée, comme si elle essayait de lui lancer un regard noir. À travers les contusions et les bandages. Jonathan, ce n'est pas drôle. J'ai agité la main avec dédain, toujours en ricanant. Oh, c'est hilarant. Vous trichez. Vous êtes attaqué par l'ex-femme d'une de vos aventures. Facture d'hôpital impliquée. Athéna, prends des notes. Lors de la comédie ici. Émilie gémit. Vous vous moquez de moi. Je suis blessé. Et pourtant, dis-je en souriant. Vous avez réussi à vous mettre dans une situation que même un feuilleton rejetterait parce qu'il était trop exagéré. Je veux dire, des fractures du visage, peut-être une chirurgie reconstructive. Avez-vous même essayé d'être subtil? Athéna a aboyé une fois, avec insistance, comme si elle était d'accord avec mon évaluation. Je ne sais pas si je dois faire preuve de sympathie ou applaudir lentement. J'ai continué. Honnêtement, c'est spectaculairement absurde. La mère d'Émilie se tenait à proximité, souhaitant clairement avoir apporté un tranquillisant au lieu de m'appeler. Émilie gémit encore, marmonnant quelque chose à propos de ma cruauté. Cruelle, dis-je, une moquerie offensante dans ma voix. Non, Émilie, j'apprécie juste l'ampleur de tes choix de vie. Émilie roula des yeux du mieux qu'elle pouvait, les bandages restreignant la pleine expression. Toi, tu es impossible. Et pourtant, dis-je en baissant dramatiquement la voix. Me voici, la seule personne que tu ne peux pas faire rire, peu importe à quel point la vie veut te frapper. Athéna s'est installée dans un rythme que je ne savais pas pouvoir apprécier. Pas de trahison, pas de chaos de la part d'anciens amants, juste des promenades, de la bave et un chien qui croyait que j'étais le centre de l'univers, ce que pour une fois j'aimais bien. Nous avions nos routines matinales où Athéna sauvait de façon spectaculaire des citoyens imaginaires des écureuils en robe. Canapé, sa tête massive reposant sur mes genoux, comme si elle jugeait en silence chaque décision de vie que j'avais prise. J'ai recommencé à rire, pas du genre nerveux et amer que j'avais perfectionné au fil des années. Un vrai rire. Regarder Athéna poursuivre sa queue jusqu'à ce qu'elle tombe, puis me lancer ce regard du genre, oui, je voulais faire ça. M'a fait me sentir vivant. Les amis ont également commencé à remarquer le changement. Jonathan, tu as l'air plus heureux, dirent-ils. J'ai juste haussé les épaules. Oui, c'est incroyable ce que l'amour inconditionnel d'un berger allemand peut faire pour votre santé mentale. Les soirées étaient mes préférées. Athéna et moi étions assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller, moi sirotant un café, elle ronflait comme une petite tronçonneuse à fourrure à côté de moi. Pas de drame, pas de trahison, pas de SMS compliqués à 2 heures du matin. Juste la présence calme et constante de quelqu'un ou de quelque chose qui se soucie vraiment de lui. J'ai réalisé quelque chose d'important. Le bonheur ne vient pas toujours sous la forme d'un partenaire romantique. Parfois, il est accompagné de pattes, de fourrure et d'une queue qui frappe contre votre jambe avec l'enthousiasme d'une fanfare. Athéna n'a pas demandé d'explication. Elle n'a pas compté les points. Elle n'a pas menti. Elle existait simplement parfaitement et pleinement, et cela suffisait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait vraiment. J'avais survécu à la trahison, au chagrin et au chaos absurdement compliqué au niveau d'un feuilleton. Et j'avais un chien à montrer pour ça. J'ai gratté Athéna derrière les oreilles. Tu sais, Athéna, dis-je, la voix s'adoucissant. Je pense que tout ira bien. Elle remua la queue, puis essaya aussitôt de manger ma chaussure. J'ai ri. La vie était compliquée. Oui, mais c'était aussi exactement ce que je voulais. Imprévisible, ridicule et plein de joie. Cela n'avait besoin de personne d'autre pour survivre. Et c'était suffisant. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.